Bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue ici. Le saviez-vous? L'Agence spatiale européenne a 50 ans. Joyeux anniversaire. Et justement, à cette occasion, eh bien, je vais vous parler de cette agence spatiale, de notre agence spatiale. On va faire un petit tour justement de, très rapidement, son organisation, mais surtout ce qu'elle fait, et puis jusqu'où portent ses activités. Et vous allez voir, hein, c'est un spoiler, elle porte jusqu'à l'autre bout de l'univers. Eh bien, c'est ce que l'on va voir pendant les 30 prochaines minutes. Et on démarre avec l'image sur laquelle il y a le plus d'écriture. Après, promis, il n'y aura quasiment plus que des images. Cette agence spatiale européenne, 50 ans, elle a démarré en 1975 avec 10 États membres. Et aujourd'hui, eh bien, on en est à 25 États membres. Le dernier qui a rejoint l'agence spatiale européenne, c'est la Slovénie, qui a 23, j'ai dit quoi? J'ai dit 25. C'était un test pour voir si vous suiviez. 23 États membres, pardon, avec la Slovénie qui a démarré, qui nous a rejoint au tout début de cette année. 23 États membres. Il existe quelques États aussi qui sont membres associés, Slovaquie, Lettonie, Lituanie. Et puis, peut-être un pays qui vous semblera un petit peu étrange, c'est le Canada. Effectivement, le Canada fait lui aussi partie du conseil de l'ESA et travaille en étroite collaboration, donc, dans le cadre de l'Agence spatiale européenne. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire beaucoup de choses. En fonction de vos préférences, de vos lectures, vous penserez soit peut-être aux lanceurs, soit éventuellement aux programmes scientifiques. Il y en a peut-être certains que vous avez suivis avec intérêt, ou au programme d'observation de la Terre. Eh bien, effectivement, c'est un petit peu tout ça. La science, évidemment, l'objectif, c'est d'essayer de comprendre à la fois l'univers lointain, mais aussi le monde dans lequel on vit. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir partir dans l'espace pour retourner les yeux et observer notre monde et son évolution. La partie connectivité, c'est donc toute cette partie communication qui évidemment passe, vous l'avez entendu, de plus en plus par l'espace. La protection spatiale, donc différents dangers comme par exemple les éruptions solaires, comme les débris spatiaux dont il faut vraiment et de plus en plus prendre soin, s'occuper. Les opérations, toutes ces opérations seront suivies évidemment depuis le sol. La navigation, le géopositionnement, très important. Plusieurs systèmes de géopositionnement existent autour de la Terre, dont un européen. Le transport spatial, eh bien là on va y revenir tout à l'heure, ce sont les lanceurs. Développement de technologie, et puis l'exploration ne se fait pas qu'avec des robots ou des sondes, mais aussi avec des humains. Et tout ça avec un nouvel objectif, qui est le dernier que vous avez en bas, un objectif de plus en plus important, sur lequel on met de plus en plus de moyens, qui est justement l'utilisation de solutions durables, toujours en lien avec cet environnement qui devient une préoccupation de plus en plus importante. Alors, tout commence au sol. Au sol, lorsque vous avez une mission, eh bien, il va falloir déjà l'imaginer, la financer, la construire, et puis aussi la tester. Donc, pour tester justement ces sondes, ces satellites, eh bien, nous disposons aux Pays-Bas de la plus grande cuve à vide d'Europe. Donc, c'est une gigantesque cuve de 10 mètres par 15 mètres dans laquelle justement on va pouvoir placer nos instruments et les tester pour simuler le plus fidèlement possible les conditions spatiales. Donc ces conditions, c'est lesquelles? Eh bien, ça va être par exemple retirer déjà l'air, donc se trouver dans le vide. Mais ensuite, dans l'espace, vous le savez probablement, les conditions sont extrêmes. Ne serait-ce que par exemple les températures. Dans l'espace, soit vous êtes exposé au soleil et la température des zones exposées au soleil peuvent atteindre 110, 120, 130 degrés. Soit vous faites 1 mètre et vous vous trouvez caché au soleil, ou alors vous faites demi-tour, et là, sans aucun rayonnement solaire, la température peut immédiatement chuter à moins 90, moins 100, moins 120 degrés. Et ça sur quelques mètres, parfois quelques centimètres. Et donc, il va falloir vérifier que les structures peuvent tenir des écarts de température aussi importants. C'est pour ça que, par exemple, dans cette cuve, eh bien, on va à la fois pouvoir chauffer directement le satellite, mais aussi le refroidir avec de l'azote liquide, et ça, les uns et les autres. Donc, ces systèmes sont absolument vitaux pour pouvoir valider toutes ces installations spatiales et vérifier qu'elles tiennent le coup, parce qu'effectivement, on est dans des conditions qui sont hors normes.
Une fois que tout ça a été testé et vérifié, l'objectif c'est évidemment d'avoir accès à des lanceurs pour pouvoir placer sur différentes orbites, orbite basse, orbite moyenne, orbite géostationnaire, ou pour des sondes d'exploration du système solaire, quitter l'orbite terrestre et lancer justement ces sondes dans la bonne direction avec la bonne vitesse pour des voyages qui vont durer plusieurs années. Donc pour ça, différents lanceurs européens. Vous le voyez ici, nous avons la fusée, le lanceur Ariane 6. Ariane 6 qui se décline en plusieurs versions. Ce que vous avez vu ici, c'était la version Ariane 6 avec 2 boosters, 2 étages à poudre. Il existe aussi avec 4 étages à poudre. La taille, la hauteur, la taille de la coiffe peut aussi être modulée. Donc justement, le gros avantage de cette Ariane 6 par rapport à l'Ariane 5, c'est cette modularité qui va permettre d'adapter justement le lanceur à la charge utile et à l'orbite sur laquelle on veut la placer. Et puis, si jamais vous avez un satellite un peu plus petit que vous voulez seulement mettre en orbite basse, eh bien, on va pouvoir utiliser le Vega C. Vega C, un autre lanceur européen qui, en fait, à la base, est construit uniquement avec un booster d'Ariane 6. Et donc, ce booster peut aussi être décliné en lanceur. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir le plus grand panel de lanceurs possible pour pouvoir adapter vraiment économiquement et technologiquement le lanceur à la charge utile. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'espace ? Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, on va déjà partir dans l'espace pour simplement avoir une vue globale de notre monde. Je vous parle ici du programme Copernicus, qui est un programme de surveillance européen, qui va s'occuper justement de surveiller, d'observer et d'évaluer l'environnement terrestre. Et les questions vont être des questions liées au changement climatique, des questions liées à l'environnement, à son évolution et à toutes les strates de cette évolution, c'est-à-dire dans tous les environnements différents. On va surveiller le niveau de la mer, on va surveiller la cryosphère. La cryosphère, c'est tous les endroits où l'eau est gelée. On va surveiller l'atmosphère. Et justement, ce programme européen, Copernicus, est un programme qui va utiliser divers satellites pour pouvoir observer la Terre. Alors, à la fois dans un objectif de surveillance de l'environnement, mais aussi dans des situations comme celle de catastrophes naturelles. Donc si une catastrophe naturelle survient, disons un tremblement de terre ou une éruption volcanique, eh bien, la capacité de l'Europe sera de pouvoir extrêmement rapidement faire des images sur ces zones sinistrées pour pouvoir faire une évaluation, pour pouvoir guider les secours. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est très important. Ce programme Copernicus, vous avez le programme de base avec des satellites qu'on appelle Sentinelle et puis des missions étendues comme CO2M par exemple qui se trouve en bas à gauche et qui vont s'occuper de certains aspects spécifiques. CO2M, son objectif, ce sera d'étudier justement les émissions de CO2 qui, dans le cadre du réchauffement climatique, sont très largement dues aux activités humaines. Mais ça, eh bien, il faut le savoir où est-ce qu'il vient, il faut le quantifier, il faut l'observer. Et donc, ça nécessite des moyens d'observation spatiaux, qui sont ceux qui sont développés actuellement, avec aussi les Earth Explorer, donc qui sont justement ces fameux satellites, ces fameux laboratoires spatiaux qui sont spécifiquement destinés à un aspect de la surveillance de l'environnement. Cryosat, par exemple, ce sera pour la cryosphère, la glace. Vous avez des GOES qui va étudier le champ de gravité de la Terre, ESMOS pour l'eau. Le dernier qui a été mis en orbite autour de la Terre, c'est Biomass. Biomass, lui, il s'occupe de surveiller les forêts et de regarder comment est-ce que les forêts séquestrent le carbone, le fameux CO2. Donc certains sont des puits de carbone, d'autres forêts deviennent des émettrices de carbone. Et tout ça, c'est quelque chose qu'il faut justement observer et connaître le plus précisément possible pour pouvoir évaluer l'évolution du climat terrestre. On n'envoie pas forcément que des robots dans l'espace, on va aussi envoyer des humains. Et pour ça, eh bien, il faut régulièrement de nouvelles sélections d'astronautes. Celle-ci a été faite donc en 2022. On a annoncé la sélection des astronautes, la dernière sélection de l'Agence spatiale européenne, avec 5 astronautes et puis 12 astronautes suppléants qui justement font les mêmes choses, font le même entraînement. L'objectif eh bien, est de pouvoir aussi maintenir une présence dans l'espace. Vous avez cette très jolie photo
de la remise justement des diplômes. Ça s'est passé en avril dernier avec, par exemple, Sophie Adeno, astronaute française, qui, on le sait aujourd'hui, a déjà un programme très chargé, puisque en 2026, eh bien, elle montera dans la Station spatiale internationale, dans le cadre d'une mission dont on a eu très récemment le nom de code, qui s'appellera Epsilon. Voilà. Et tout ça pourquoi ? Eh bien justement pour continuer à faire des expériences scientifiques dans la Station spatiale internationale. Cette station que, par exemple, Thomas Pesquet a déjà visité 2 fois, une fois en 2016 et une fois en 2021-2022. À chaque fois, environ 200 jours passés à essentiellement faire quantité d'expériences scientifiques à bord, des expériences en termes de physique, en chimie, en biologie, en physique des matériaux, en astronomie, en astrophysique. Et c'est justement pour ça que cet entraînement des astronautes est aussi long. C'est parce qu'il faut ensuite réaliser toutes ces expériences 5 à 6 jours par semaine. Et ça prend énormément de temps, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de l'orbite terrestre ? Eh bien, au-delà de l'orbite terrestre, on va explorer le reste du système solaire. Et là, il y a quantité de programmes absolument fascinants qui sont soit en préparation, soit en cours. Je vais vous en montrer quelques-uns. Ici, vous avez un bon résumé des endroits dans le système solaire où l'agence spatiale a pu partir. Donc on part du Soleil. Alors c'est sûr que l'observation du Soleil, surtout en ce moment où l'activité solaire est à son maximum, eh bien c'est un grand sujet d'étude. Mais ensuite, eh bien, on va aussi cibler toutes les planètes, les grands corps du système solaire, jusqu'à Saturne, où on est passé il y a quelques années maintenant pour atterrir à la surface de Titan. Alors ces programmes sont multiples, sont variés. Un qui a une très grande actualité en ce moment, c'est Solar Orbiter. Cette sonde européenne est là justement pour étudier le Soleil, mais pour l'étudier in situ, c'est-à-dire pour plonger dans la couronne solaire et pour aller sur place, essayer de voir de quoi est fait ce vent solaire, cette couronne, la dynamique de toutes ces particules. L'objectif, c'est de mieux comprendre le Soleil d'un point de vue purement scientifique, mais aussi d'améliorer nos moyens de prévision lorsque, par exemple, une éruption solaire a lieu et que ce flux de particules solaires fonce vers la Terre. Eh bien, en général, on a 3 jours entre l'émission de ces particules et le fait qu'elles arrivent sur Terre. Les effets, alors certains sont très jolis, ça va être des belles aurores polaires, mais parfois on peut avoir une incidence sur le matériel, surtout en orbite, mais parfois même sur Terre. Donc pour ça, il faut mieux comprendre le Soleil, et c'est justement ce qu'on fait avec Solar Orbiter. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer la toute dernière image, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est arrivé il y a quelques jours seulement, l'Agence spatiale européenne l'a mis en ligne. Il se trouve que toutes les planètes tournent autour du Soleil dans le même plan. Donc quand nous, on quitte la Terre, on reste dans ce plan qui s'appelle l'écliptique. Et donc il y a 2 zones du Soleil qu'on connaît très mal, c'est le pôle nord du Soleil et le pôle sud du Soleil, qui ne sont pas du tout dans le plan d'observation. Eh bien Solar Orbiter, c'est une sonde justement qu'on a progressivement déviée pour aller regarder en dessous du Soleil, pour aller regarder sous sa jupe. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment passionnant. Je vous montre donc l'une des toutes premières images du pôle sud du Soleil, qui a été mis en ligne. C'est la première image, ça va continuer, ça va venir. Et là, c'est très très intéressant, d'autant plus de regarder les pôles solaires, puisque en ce moment, comme je le disais, on est au maximum d'activité solaire. Et donc, l'activité va diminuer. Il faut qu'on comprenne pourquoi le Soleil a cette variation tous les 11 ans. Et ça, eh bien, probablement, Solar Orbiter nous aidera beaucoup mieux à le comprendre. On s'éloigne un peu du Soleil, il fait encore chaud. La mission Bepi Colombo, mission européenne aussi, qui est actuellement en cours de voyage pour aller jeter un petit coup d'œil à Mercure. Alors c'est vrai que Mercure, on n'en parle pas très souvent. C'est une planète d'ailleurs qu'on n'a pas énormément visitée. Et pourtant, c'est une planète qui est passionnante. Il y a énormément de questions scientifiques qui se posent, entre autres sur l'origine de la planète Mercure. Eh bien, Bepi Colombo, ça fait déjà quelques années qu'elle spirale dans le système solaire. À chaque tour, elle passe près des planètes pour ralentir. On va utiliser gratuitement la gravité des planètes pour freiner, pour descendre dans le système solaire interne et pour, à la fin de l'année, se mettre en orbite autour de Mercure. Nous reviendrons pour vous raconter toutes les informations et les belles trouvailles que l'on fera autour de cette planète.
On s'éloigne de la Terre, un autre programme très intéressant, ce fameux rover Rosalind Franklin, dont l'objectif est d'aller étudier la surface de Mars. Alors vous allez me dire, la surface de Mars, c'est bien, mais on y est déjà allé. On a déjà des robots qui sillonnent Mars. Oui, mais on est très loin d'avoir fait tout ce qu'on veut faire à la surface de Mars. Déjà, un premier développement, ce n'est pas forcément un développement scientifique, c'est un développement technologique. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On s'est aperçu que sur Mars, eh bien, il y a énormément de sable, il y a énormément de poussière. Et donc, parfois, les rovers finissent par s'embourber dans ces sables extrêmement froids. Et quand ils s'embourbent, eh bien, il est très difficile de les en retirer. Eh bien, voilà par exemple un développement. Donc, le rover Rosalind Franklin qui est ici sur Terre, c'est que si jamais il s'embourbe, eh bien, il peut passer du mode roue à un mode araignée. Et donc, on a des pattes séparées qui vont lui permettre justement de sortir de ces zones ensablées. Et ça, eh bien évidemment, c'est toute une partie recherche et développement en robotique qui va aussi être pilotée par l'Agence spatiale européenne pour développer ces rovers intelligents du futur qui vont pouvoir se déplacer dans des milieux de plus en plus hostiles, de plus en plus difficiles, de manière aussi autonome. Et d'un point de vue scientifique, pourquoi est-ce qu'on envoie Rosalind Franklin sur Mars? C'est parce que jusqu'à maintenant, toutes les analyses qu'on a faites ont été faites à la surface de Mars. Donc on sait que sur Mars, il fait très froid, moins 60 degrés en moyenne, mais on ne connaît pas grand-chose sur le sous-sol de Mars. Eh bien, l'objectif ici, eh bien, ça va être d'emmener une foreuse qui sera capable de percer la croûte de Mars et de forer plusieurs mètres en dessous de sa surface, avec des questions comme est-ce qu'il y a des poches d'eau? On sait qu'à la surface, il n'y a pas d'eau liquide sur Mars. On a déjà détecté un peu de glace dans le sous-sol, mais combien, en quelle quantité? Qu'est-ce que ça va nous apporter comme élément? Tout ça, c'est quelque chose que l'on pourra faire avec ce nouveau rover européen. On continue notre voyage de plus en plus loin de la Terre. JUICE, une sonde absolument fascinante. Un certain nombre de personnes justement de la mission JUICE de l'Agence spatiale européenne sont ici et régulièrement vous racontent l'évolution de ces missions. JUICE, elle est actuellement en cours vers Jupiter. Son objectif n'est pas tant Jupiter que les lunes de Jupiter. Actuellement, il y a 2 missions complémentaires qui sont en train de partir vers Jupiter. Une mission américaine, Europa Clipper, qui va se concentrer sur l'étude de la petite lune Europe. Et puis JUICE, qui, elle, va s'occuper de Ganymède. Ganymède, qui est une lune absolument extraordinaire. C'est aussi une lune qui a un champ magnétique. On ne sait pas trop pourquoi. Une lune qui est faite de glace et de roches. Est-ce qu'il y a des océans d'eau souterraine? De quoi est constituée sa surface? Des grands mystères qu'on espère voir résolus d'ici 2030-2031. Donc là encore, on a beaucoup d'attentes sur cette très belle mission. Et puis on termine avec l'observation encore plus lointaine. Donc là, il ne s'agit plus d'envoyer des sondes pour aller sur place observer les choses. Là, on va aborder des distances qui sont tellement grandes qu'aucune sonde humaine n'a les moyens techniques d'atteindre ces distances dans des temps raisonnables. Donc là, il s'agit vraiment de quitter le système solaire et d'aller regarder encore plus loin dans l'univers. Et surtout, une chose qui est très importante, c'est que petit à petit, on s'est aperçu que quand on observe les choses avec nos yeux, eh bien, on l'observe avec ce qu'on appelle de la lumière visible. Nos yeux sont limités dans la quantité ou dans la qualité de la lumière qu'on peut observer. Nous, ce qu'on peut observer, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, qui sont comprises entre le rouge et le violet. Mais au-delà du violet, il y a encore des couleurs, il y a encore de la lumière que notre œil ne peut plus voir, mais qui existe. Au-delà de l'ultraviolet, ce sont les ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma, tout ça c'est de la lumière. Et puis en dessous du rouge, il y aura les infrarouges, il y aura les micro-ondes, les ondes radio. Et donc nous, ce qu'on veut aussi, eh bien, c'est observer l'univers de toutes les manières possibles, étendre nos capacités d'observation et donc créer des yeux artificiels qui voient infiniment plus de couleurs et de lumière que ce qu'on voit. Et donc tous ces télescopes eh bien, sont des télescopes qui chacun sont dédiés à une gamme de longueurs d'onde particulière et qui chacun vont pouvoir, dans leur gamme, observer des phénomènes qu'on n'aurait jamais pu observer si on ne les avait pas construits. J'en donne quelques exemples. À quoi ça sert tout ça? Alors, par exemple, dans le domaine de la lumière visible, eh bien, on a Cheops.
Kéops, c'est un satellite qui va nous permettre de mieux caractériser les exoplanètes. Les exoplanètes, vous savez, ces planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Alors, ce ne sont pas des exoplanètes inconnues, on les connaît déjà, on les a déjà détectées, mais ce qu'on voudrait, nous, c'est les connaître mieux. On sait qu'elles existent, mais on n'a pas beaucoup d'informations sur elles. Et donc, grâce à Kéops, eh bien, on arrivera à mieux définir ces planètes. L'objectif, évidemment, étant à terme d'étudier en particulier des planètes qui sont petites comme la Terre, rocheuses comme la Terre, placées à la bonne distance de leur étoile comme la Terre. Et ça, eh bien, c'est un sujet qui aussi va énormément activer la recherche de ces prochaines années. La mission Euclide, dont on a parlé ce matin avec certains responsables de cette mission, alors elle, c'est vraiment celle qui va le plus loin possible. Là, on est dans le domaine de la cosmologie. L'objectif d'Euclide est ni plus ni moins que d'arriver à comprendre de quoi est fait l'univers tout entier, avec d'ailleurs des images absolument somptueuses. Ce que vous avez ici, ce sont des images de galaxies. Une galaxie, chacune de ces taches-là, c'est un ensemble de plusieurs centaines de milliards de soleils. Notre Soleil à nous est dans une galaxie, c'est une étoile parmi 250 milliards d'étoiles. Eh bien, Euclide regarde d'autres galaxies et essaye de comprendre comment est-ce que tout ça bouge. Vous le savez, l'univers est en expansion, les galaxies s'éloignent les unes des autres avec le temps. Mais il y a une chose aussi qu'on a compris depuis quelque temps et qui reste encore aujourd'hui un très grand mystère, c'est justement le contenu de l'univers. Alors, de quoi il est fait, l'univers ? Eh bien, il est fait de matière classique. Vous, moi, la Terre, ces murs, tout ça, c'est fait d'atomes. Alors, cette matière classique, c'est un petit peu d'étoiles, un petit peu de planètes, un petit peu de galaxies, mais c'est essentiellement du gaz. L'univers est essentiellement rempli de gaz, du gaz froid, du gaz chaud, à peu près toutes les échelles. Mais ce qu'on a découvert depuis quelques années maintenant, c'est que toute cette matière, tous les objets qui existent, eh bien, en fait, ça ne représente que 5% du contenu total de l'univers. La matière que l'on connaît, tous les objets existants, ne constituent que 5% de l'univers. Et donc, il reste 95% qui est un contenu que l'on ne connaît pas. Ce qu'on sait, par contre, c'est que ce contenu est divisé en deux choses, ce qu'on appelle la matière noire, quelque chose qui alourdit les galaxies, qui n'est pas fait de matière, mais dont on peut sentir la gravité. Et puis, le reste, les 70% restants, c'est l'énergie sombre, une forme d'énergie qui actuellement est en train d'accélérer l'expansion de l'univers. D'où est-ce qu'elle vient ? Par quoi est-ce qu'elle est provoquée ? Eh bien ça, on ne le sait pas, mais on espère que la mission Euclide nous permettra de répondre à ces fascinantes questions de physique fondamentale. Et puis on termine avec une dernière fenêtre sur l'univers qui est vraiment complètement nouvelle, une nouvelle manière d'observer l'univers où on n'utilise plus du tout la lumière. C'est ce qu'on appelle des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Lorsque certains phénomènes extrêmes surviennent, par exemple 2 trous noirs géants en train de fusionner, eh bien le phénomène est tellement extrême qu'il va ébranler jusqu'à la structure même de l'espace et du temps qui compose la base de notre univers. Et lorsque cet espace-temps est secoué, eh bien ça va créer des petites vagues qui vont se propager dans l'univers. L'objectif pour nous, eh ben, c'est de construire justement un détecteur spatial qui permettra de voir passer ces vagues, de les détecter et d'arriver à mieux comprendre ces phénomènes extrêmes, ces fusions de trous noirs ou d'autres choses de ce genre-là. Et ça, eh bien, ça se fait par exemple avec cette mission LISA, mission pilotée par l'Agence spatiale européenne, qui reprend les premiers détecteurs d'ondes gravitationnelles qu'on a réussi à faire sur Terre, sauf que sur Terre, vous voyez les 2 grands bras qui sont ici, dans lesquels eh bien, on fait passer des lasers. Ces bras font 3 km de large. Nous, aujourd'hui, eh bien, on ambitionne de faire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, les bras des lasers seront des bras de 2,5 millions de kilomètres de large, positionnés autour de la Terre et qui nous permettront vraiment d'arriver à observer d'autres ondes gravitationnelles qu'on ne peut pas voir sur Terre et qui nous donneront certainement certaines des clés de l'évolution de l'univers. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère vous avoir montré tout ce qui est intéressant. Évidemment, ça n'est qu'une petite partie de tout ce que l'Agence spatiale européenne fait. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site internet de l'ESA. Bonne continuation à tous et à toutes et bonne journée.